Mandela Agbo. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. Auditeurs de Radio Victoire, bonjour. Nous sommes à l'heure de Rétro 7 qui accueille ce matin le professeur, l'historien Mboueke Michel Goé-Akoué, un historien à la retraite. Il est aujourd'hui le promoteur du complexe scolaire Le Sourire Plus à Agoué. Nous avons décidé de saisir l'occasion de l'ouverture lundi dernier du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, qui était devenu une icône continentale, pour tenter de comprendre qui était cet homme qui est passé comme un météore dans le ciel politique burkinabé. Comment était-il arrivé au pouvoir? Quels étaient ses rêves, ses ambitions pour son pays? Quelles étaient les causes probables de son assassinat? Quel héritage a-t-il laissé? Comment, en si peu de temps, a-t-il réussi à intégrer le cercle fermé des Africains qui font rêver beaucoup de jeunes? Que faut-il attendre du procès ouvert lundi dernier et reporté au 25 octobre? Voilà quelques-unes des questions auxquelles notre invité va apporter des éléments de réponse du haut de son expérience. Professeur Goé-Akoué, bonjour. Bonjour, mon cher frère. Alors, Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. Cela fait donc 34 ans. Un événement qui a été officiellement commémoré hier au Burkina Faso, où un buste à sa gloire a été dévoilé dans une université portant son nom. Avant de vous poser la première question de cette émission, je vous propose un portrait de ce jeune militaire qui a marqué l'histoire récente de son pays, le Burkina Faso. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le nom de l'ex-Haute-Volta, Thomas Sankara a été formé militairement à Madagascar. Âgé d'à peine 33 ans, il prend les rênes de la Haute-Volta le 4 août 1983 à la suite d'un coup d'état mené par le capitaine Blaise Compaoré. D'allure sportive, charismatique et le sourire facile, il bénéficie d'une indéniable popularité. Travailleur acharné, parfois autoritaire, il n'apparaît qu'en treillis avec à la ceinture un pistolet à crosse de nacre. À peine arrivé au pouvoir, il change le nom de son pays et la Haute-Volta devient le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ses priorités sont, entre autres, assainir les finances publiques, améliorer la situation sanitaire avec de grandes campagnes de vaccination et la construction de dispensaires par les habitants eux-mêmes, faciliter l'accès à l'éducation, développer l'agriculture et l'artisanat local. Sur la scène internationale, ses relations avec les autres pays sont parfois complexes. C'est ainsi qu'il n'hésita pas à critiquer le président français François Mitterrand pour avoir accueilli des dirigeants sud-africains. Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Thomas Sankara appelle aussi l'Afrique à ne pas payer sa dette aux pays occidentaux. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Il vit simplement avec sa femme, Mariam Sankara, et ses deux fils, Philippe et Auguste, dans un palais présidentiel délabré et n'a pour patrimoine que sa guitare et sa Renault 5 d'occasion, un véhicule qu'il impose comme voiture de fonction à tous les membres du gouvernement. Le 15 octobre 1987, après 4 années au pouvoir, l'homme intègre, comme il est appelé, est assassiné avec 12 de ses compagnons lors d'un putsch sanglant. Le seul rescapé du carnage, Aruna Traoré, témoigne. Dehors, avec une tonalité assez forte, sortez, sortez, sortez.
Donc sur ces injonctions-là, le camarade président s'est levé et a tiré son survêtement vers le bas et il est ressorti par là, les mains en l'air. Il a été abattu à bout portant à l'entrée de cette salle-là, par où il était passé rentrer. 34 ans après sa disparition, le souvenir de Sankara reste vivace, non seulement au sein de la jeunesse burkinabé, mais aussi au niveau du continent où il est mis au rang des icônes africaines. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, la patrie ou la mort nous vaincront. Professeur, le portrait que nous proposons, si vous avez quelque chose à ajouter à ce que vous venez de suivre, que diriez-vous sur Thomas Sankara pour ajouter à ce que nous avons fait? Je dis que Thomas Sankara est l'un des jeunes panafricanistes et qui, après avoir vécu les affres des PAS, des programmes d'ajustement structurel, ont compris que l'Afrique doit entrer dans une phase révolutionnaire pour permettre aux jeunes Africains de se positionner comme des fils dignes d'un continent qui a aussi droit à la vie, droit à la dignité. Voilà, donc il y a tout l'épisode de Pau, où ils étaient un certain nombre de jeunes officiers ensemble, donc comparés, et qui n'a pas été évoqué, mais c'était un aspect important de leur vie dans la garnison de Pau et qui leur a permis d'être ensemble, de se souder pour pouvoir arriver à ce coup d'État qui leur a permis d'accéder au pouvoir. Quand on l'écoutait, on avait le sentiment et qu'il était très, très en avance. Et quelle formation a-t-il reçue et quelles étaient les influences qu'il a subies et qui ont formé sa personnalité? Je crois qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui ont subi les PAS. Quand nous parlons des PAS, programme d'ajustement structurel, vous savez, nous sommes dans les années 80. Avec le consensus de Washington, il était question donc de reformer les économies africaines et de permettre aux pays de vivre moins au-dessus de leurs moyens. Mais qui les a amenés à vivre au-dessus de leurs moyens? C'est les facilités des pétrodollars qui ont fait qu'on a investi beaucoup dans ces pays. À un moment donné, on dit payer la dette et ça a entraîné des difficultés. Il n'y a plus d'embauche. Moi, je dirais que je suis aussi un peu victime de cette situation parce que dans les années 80, moi, j'ai commencé à travailler en 76 comme instituteur adjoint. On enseignait dans le CEG, mais c'était des moments de vache grasse. Et puis à partir de 80, les choses sont terminées. Les gens qui ont fait l'université chez nous et ailleurs peuvent aussi avoir le même cheminement parce que à partir de 82, 83, plus d'embauche dans nos pays. Alors les jeunes licenciés et autres sont tenus donc de rester à la maison, de chercher ici à gauche, à droite. Donc dans cette foulée, Thomas Sankara a été formé. Il a été à Madagascar pour faire l'école d'officier. Et là, une des révolutions dues à cette situation, c'est la révolution malgache. Oui. Qu'il a vu. Il a vu comment la mobilisation s'est faite et il s'en est inspiré. Quand il revient chez lui avec ses amis... C'était l'époque de Didier Ratsiraka. Oui, bien sûr. Avec ses amis à Pau, jeunes officiers, ils ont commencé par réfléchir et c'est là où les idées ont mûri. Et disons qu'il y a d'autres influences qu'on ne dit pas toujours. Une des influences également, malheureusement, c'est l'historien Joseph Kizerbo, qui également, avec son centre de recherche sur l'histoire africaine, a beaucoup influencé la jeunesse burkinabé de cette époque-là. Donc son parti était un parti socialiste qui veut un changement de fond contre l'impérialisme, parce que l'impérialisme, c'était une réalité que les gens... Avant, juste des premières décennies de l'indépendance, on n'a pas compris. Mais de plus en plus, vers les années 80, quand s'impose les programmes d'ajustement structurel, on a commencé par comprendre. Et c'était en ce moment que les mouvements révolutionnaires ont commencé par se mettre en place ici et là. Mais le mouvement qui a réussi, c'est le mouvement donc des jeunes officiers burkinabés. Oui, on a parlé comme influence aussi, on a parlé du colonel Kadhafi et surtout du capitaine John Jerry Rawlings du Ghana. Et la preuve hier encore, lors de la commémoration de cet anniversaire, de ce malheureux anniversaire, le fils du président ghanéen, l'ex-président ghanéen, le feu président Rawlings était là-bas au Burkina Faso, voilà. Tout à fait. Vous savez que le Ghana a été plus précocement atteint par la crise. Et c'était
à cette époque où Rawlins est intervenu, et vous savez ce que Rawlins a fait. Quand il a fait sa révolution, donc les vieux officiers, il y avait eu donc le coup d'État à Frifa, à Champon, etc. Oui. Il les a passés aux armes, et on a vu donc une révolution sanglante qui aurait pu inspirer donc les jeunes officiers. Là-dessus, il y a également le cas de la Libye. La Libye, quel que soit ce qu'on dirait sur Kadhafi, Kadhafi était donc parti sur de bonnes intentions, avec la volonté de mettre fin à la corruption, la volonté d'avoir un État où les Africains profiteront de leurs ressources, parce que la Libye, c'est l'un des grands pays pétroliers que pompaient les puissances allègrement. Donc tout cela a amené un certain nombre de jeunes à comprendre que l'Afrique a des ressources, qu'ils pouvaient en profiter. Disons que c'était la deuxième vague de révolutions et de coups d'État qui se mettaient en place progressivement après les révolutions donc de la fin des années 60 qui ont eu lieu dans plusieurs pays, le Bénin et ailleurs. Mais pour le cas du Ghana, l'influence du Ghana est surtout liée au fait que beaucoup de Burkinabés, et je dirais à l'époque voltaïque, allaient soit dans les plantations de Côte d'Ivoire ou les plantations donc de Ghana, Koumassi pour travailler. Et ils ont compris la misère qui est là, et ça a motivé beaucoup de choses. Et la garnison de Pau est dans la pays Gouronsi qui est frontalière donc du Ghana. Et ça a fait que donc le courant passait, on pourrait comprendre l'influence que Rawlins a pu avoir. D'ailleurs, on ne peut pas dire que Rawlins n'a influencé que les Burkinabés. Les Togolais ont senti. Vous savez qu'il y a eu également un problème de complot de Souza et autres qu'on a ramené et qui a fait que pendant longtemps, Rawlins était en froid avec le régime togolais. Oui. Donc, ça veut dire que beaucoup ont compris que le Ghana pouvait être la base arrière pour toutes les révolutions qui auraient pu se mettre en place. Pourquoi certains comparaient Sankara au Che Guevara? Est-ce que vous avez une idée de... Vous savez, très vite, quand la révolution commence, on cherche à qui s'identifier. Et pour les pays africains, la première révolution donc, des pays sous-développés, c'était l'Amérique latine. Cette révolution, en Amérique latine, ils ont eu l'indépendance déjà à la fin du 19e siècle, mais les crises ont commencé très tôt et on a eu encore beaucoup de phases de révolutionnaires en Amérique latine, et l'image la plus marquante, c'est l'image de Che Guevara, qui également s'est rebellé, est devenu un officier qui s'est mis donc dans la forêt avec ses compagnons et qui ont beaucoup lutté à la fois contre le pouvoir de leur pays, mais également contre l'impérialisme. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a eu une compréhension de l'impérialisme. Et comprendre l'impérialisme suppose une crise financière, une crise du système capitaliste. Et c'est en cela que beaucoup de jeunes ont compris que le capitalisme est à abattre. Et la tendance, c'est surtout une tendance marxiste-léniniste. Oui. Vous savez, il y a eu des gouvernements marxistes-léninistes, que ce soit le Bénin a fait cette expérience, le Congo a fait cette expérience, le Congo-Brazzaville, oui. J'entends. Donc, tous les pays qui ont fait cette expérience. Madagascar également a fait cette expérience. Donc, tous combattaient, au fait, l'impérialisme. Et ce n'est pas du nouveau. Aujourd'hui, le nouveau combat que mène le panafricanisme, c'est également contre donc, cet impérialisme qui cherche à maintenir la domination de la civilisation occidentale face à des pays dits pays pauvres, quand bien même, naturellement, ces pays sont riches, à les maintenir dans un système mondial qui divise le monde en pays riches et en pays pauvres. Oui. Alors, dans sa marche vers le pouvoir, Thomas Sankara a d'abord été nommé Premier ministre de la Haute-Volta à la suite d'un coup d'État, un premier coup d'État. Oui. Quel était le contexte politique qui prévalait à cette époque en Haute-Volta? Une instabilité. Vous savez, la Haute-Volta, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on a changé le nom. La Haute-Volta était donc le Haut-Sénégal-Niger pour les Français. Et c'est progressivement que ce pays a été reconstitué. D'ailleurs, on l'avait divisé à un moment donné. La Haute-Volta a été divisée, une partie rattachée à la Côte d'Ivoire, l'autre partie au Niger, l'autre partie au Mali, et c'était ça. Donc, la colonie de Haute-Volta a disparu. En 1919, il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour reconstituer donc, la Haute-Volta. Et cette reconstitution les a amenés progressivement à une lutte spécifique pour l'indépendance. Mais
Lamizana, qui est un vieil officier, n'a pas su faire l'unité nationale. C'était un officier d'un certain âge, indolent, etc. Et ça a fait qu'il y a une instabilité qui a amené plusieurs coups d'État. Yamogo était parti par Lamizana. Ensuite, des autres officiers, il y a eu un certain médecin Ouedraogo, etc. Donc, l'instabilité se conjugue forcément. Les syndicats aussi étaient très puissants à l'époque. Tout à fait. Oui. Et l'instabilité se conjugue avec la volonté de changement, et c'est ça qui a conduit progressivement à ces situations délectères. Et ces situations délectères, je ne dis pas, c'est pas propre à la Haute-Volta, c'est toute l'Afrique. Que ce soit chez nous au Togo, que ce soit au Bénin, ailleurs. Au Bénin, la révolution était aussi très bruyante. Il a fallu Kérékou pour assainir les choses, mais dans le sens du marxisme-léninisme. Au Burkina également, c'est le marxisme-léninisme qui était au courant. Et l'exemple, probablement, c'était le Cuba. Oui. C'est d'ailleurs ce pourquoi Sankara a dû envoyer des jeunes gens au Cuba pour pouvoir s'enquérir de comment on fait la révolution. Mais parce que sa révolution, ce n'est pas une révolution forcément militaire, mais une révolution pour un développement de masse. Oui. Pour que tous les jeunes se mobilisent pour pouvoir changer les choses. Et ça, c'est surtout ça qui l'a conduit à mettre en place ce qu'on a appelé les CDR, qui malheureusement, dans leur action, a entraîné tout ce qu'on a connu. C'était à la suite d'un deuxième coup d'État mené par son compagnon Blaise Compaoré en 1983, et que Sankara prend les rênes du pouvoir et devient président. Alors pourquoi c'est lui qui prend le pouvoir et pas Blaise Compaoré qui a mené le coup d'État? Justement, quand on parle de Blaise Compaoré, ils ne sont pas que deux. Il y a Lingani, il y a plein d'autres jeunes officiers donc, qui formaient le club de Pau. Donc, c'était le plus courageux, le plus téméraire. Blaise, le plus fou peut-être même. Oui, je dirais le plus fou, parce que avoir le courage de prendre le pouvoir en ce moment-là, c'était quand même une gageure. Et c'est lui qui avait accepté donc de prendre le devant. Mais c'était un pouvoir collégial qu'il voulait mener. Il ne s'agit pas donc d'un pouvoir personnel. Mais l'élan révolutionnaire, on le doit essentiellement à l'action donc de Sankara, qui est le plus vigoureux, le plus fougueux, mais avec des idées. Surtout, c'est ça. Oui, justement. Son origine sociale aussi participe à cette volonté donc, de révolution. Ce n'est pas le même cas pour Blaise Compaoré, qui finalement a pris une femme qui a une certaine aisance, qui a des facilités avec le président Houphouët-Boigny, et qui fait que Chantal avait des acquaintances avec Félix Houphouët-Boigny. Elle serait donc une nièce ou quelque chose donc d'Houphouët-Boigny. Et ça lui a donné une certaine aisance. Or, Blaise est resté avec sa Mariam dans une certaine pauvreté, une austérité. Sankara plutôt. Sankara, bien sûr, est resté dans une certaine austérité avec Mariam. Et ça aussi explique tout son parcours. Moi, j'ai rencontré Mariam à Paris. C'est une femme toute simple qui ne cherche pas forcément l'ostentatoire. Et alors, maintenant, Thomas Sankara a pris le pouvoir. Quelles étaient ses ambitions? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous éclairer? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je disais que nous sommes dans une phase de révolution. La révolution, c'est le développement à la base. Et ce développement à la base passe par la mobilisation. Parce qu'il est clair que ce qui est arrivé à la plupart de nos pays africains colonisés par la France, on a mis en place un système éducatif qui nous a acculturés, qui fait que nous avons perdu notre identité. Et cette identité que nous avions perdue fait que nous, même au niveau de la consommation, nous consommons et nous apprécions ce qui vient de l'étranger. Au niveau donc du travail, on fait tout comme donc des ouvriers permanents au service du capital occidental. Alors, au regard de tout ça, notre ami Sankara cherchait donc un changement brutal qui va nous redonner notre identité. Ce qui explique d'ailleurs qu'un des premiers actes, c'est changer le nom pour devenir le pays des hommes intègres. Vous savez, il y a eu une bonne réflexion. Quand on dit Burkina Faso, Burkina, c'est-à-dire, c'est un homme, mais Faso, c'est le pays en langue morée. Faso, donc toutes les régions sont des Faso, donc les hommes intègres d'un pays. Et le Faso, donc Burkina Faso. C'est ça aussi. Donc, dans ce Burkina Faso, il faudrait que tous les hommes, tous les jeunes soient intègres, mais travailleurs. Et travailler demande donc une mobilisation, mais une organisation. Et il a voulu une organisation de masse.
Et cette organisation de masse, forcément, s'appuie sur les jeunes. Et ces jeunes ont été organisés en comité de développement. Évidemment, quand le comité de développement se met en place, il y a les caciques de l'ancien pouvoir qui ont les moyens et qui considèrent qu'ils sont attaqués et ils ont résisté. Mais cette résistance a été pour un peu partout cassée. Et ça fait que les ennemis de l'intérieur étaient là. Oui. Ça. Et les ennemis de l'extérieur également, oui. Puisque... On va revenir, on va aborder cet aspect-là tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, vous parlez du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Est-ce que aussi ça ne révèle pas un peu l'ambition de Thomas Sankara de lutter contre la corruption? Voilà, c'est ça. La corruption, oui. C'est le mot maître. Parce que si nous revenons même à toute la situation de notre continent, on parle de pauvreté, de l'Afrique pauvre. Est-ce qu'effectivement l'Afrique est pauvre? De quoi avons-nous besoin pour vivre? Il faut cultiver. Les Africains cultivent. Il faut produire ce qu'on va manger. Nous produisons. Nous avons des ressources naturelles susceptibles de nous permettre. Mais ce qui fait notre pauvreté, c'est justement le système inégalitaire de commerce, oui, qui fait que nous sommes producteurs de matières premières brutes, alors que les autres qui investissent pour la production, ils transforment, ils travaillent, et ça nous revient. Alors, c'est justement dans ce système que les corrompus sont également dans nos rangs et les corrupteurs sont de l'autre côté. Et tous les pouvoirs qui se sont succédés au lendemain de l'indépendance, très vite, ont laissé place à une corruption très avancée. Quand on voit les directions, comment les directions sont octroyées ici et là, donc il y a toutes les formes de gabégie. On donne le pouvoir à l'oncle prend les siens, et c'est des clubs d'amis qui sont là et qui financent un peu partout. Là, on ne l'a pas perdu dans certains pays. Le système est encore là et ce système doit être combattu. Et le panafricanisme était le moyen, le mouvement réel qui voulait combattre ce système. Et un des grands panafricanistes, c'est là où moi j'ai des regrets aujourd'hui, c'est le Guinéen Alpha Condé, qui était membre de la FEANF. Toute cette jeunesse de la FEANF était justement dans cette foulée de la révolution africaine pour que l'Afrique devienne un continent pour les Africains. Mais malheureusement, ces intellectuels ont failli. Et il a fallu donc à un moment donné que des jeunes officiers cherchent à se positionner pour pouvoir... Il y en a qui sont devenus aussi ingrats comme les anciens étudiants, mais il y a de nouvelles générations comme Sankara et d'autres qui ont voulu effectivement faire la révolution. Ils ne sont pas très nombreux, mais je crois qu'il reste de véritables icônes pour la jeunesse d'aujourd'hui qui pense que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de nous libérer du joug colonial qui, au fait, continue de sévir depuis les indépendances. Voilà. Sankara avait une immense popularité dans son pays et fascinait beaucoup de jeunes et moins jeunes au-delà des frontières du Burkina Faso. Et il avait, disait tout à l'heure le portrait, une allure sportive, le sourire tout le temps, pratiquement tout le temps le sourire aux lèvres, et toujours en treillis impeccable. Alors, est-ce que cela suffit pour être populaire? Et il était éloquent aussi. Est-ce que cela suffit pour être populaire? L'éloquence est un des éléments donc, de popularité. Celui qui sait transmettre son rêve peut être populaire. Et je crois que Sankara est l'un de ces jeunes officiers qui ont su transmettre leur rêve à un groupe. Et ça part également de son modèle d'organisation, de mobilisation de la jeunesse. Et c'est ça qui a justement été donc la base de sa popularité, notamment avec les CDR. Les CDR ont permis... Et les conseils de révolution ont permis donc de sensibiliser largement le comité de défense de la révolution, ont permis d'étendre la révolution et d'inciter. Moi, j'ai eu à rencontrer les CDR. Vous savez comment? C'était en 85. Je revenais de Paris, étudiant un peu fortuné. J'ai pris un Pointer, un vol charter. Je suis descendu à Ouagadougou et je descendais vers Lomé et j'ai vu l'action des CDR. Il y a tellement de barrages faits par les CDR à gauche, à droite, pour vérifier les papiers, pour voir comment les gens se déplacent, etc. Mais malheureusement, ils sont aussi tombés dans ce revers, puisque dans ce contrôle, il y a eu des abus, il y a eu pas mal de choses qui ont été... Mais, au fond, les CDR devaient faire plutôt le développement local, doivent être des milices qui travaillent, mais également qui contrôlent et qui assurent la sécurité de la communauté. Mais ça n'a pas toujours été clair.
Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez quelque chose de particulier à Thomas Sankara? Qu'est-ce qui faisait véritablement sa force? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Je crois que quand on regarde l'homme, même sa présentation, sa simplicité est un élément important qui attire beaucoup de jeunes. Sa tenue, il est toujours impeccable, comme dit donc, dans son treillis. Et le langage attire foule. Et le fait qu'il a su dénoncer ce que les autres n'ont pas su faire, ça aussi a ajouté beaucoup à sa popularité, à sa personnalité. Notamment quand du haut donc, des tribunes des Nations Unies, il dit non, il n'est pas question donc de payer la dette. Donc toute la description qu'il a faite de la dette, qui est une description réelle. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 quand on parle de nos dettes? Il s'est fait que les pétrodollars qu'on gagnait sur nos pays ont été facilement envoyés dans nos pays pour pouvoir installer des industries facilement. C'est en ce moment-là qu'on parlait chez nous donc des éléphants blancs. Il y a pas mal d'industries qui ont été installées, mais ces industries ne sont pas rentables, ont été des dettes qui s'accumulent. Et la charge de la dette que nous payons fait que on n'arrive pas à payer la dette même, mais on paie des intérêts continuellement. Et ça, c'est un cycle infernal qui fait que nos pays ne finiront jamais d'être endettés. Et quelqu'un qui a pu dénoncer ça officiellement, les autres le disent donc, mais lui, avec des bruits de bottes, il a dénoncé. Et ça a fait beaucoup la popularité donc, de Sankara. Oui, on sait que son éloquence, son franc-parler, certainement agaçait des gens. Et est-ce que cela ne peut pas faire en sorte qu'il soit considéré comme juste un doux rêveur ou être incompris? Et donc, voilà. Oui, doux rêveur. On pourrait le penser ainsi, mais qui peut le penser? Cette jeunesse africaine des années 80, qui cherchait des emplois, attendait également le Messie susceptible de les mener contre le système corrompu qui était en place. Et ça, il est doux rêveur pour ses homologues, que ce soit le chef de l'État togolais ou les voisins donc de la Côte d'Ivoire essentiellement, dit mais quel est ce petit garçon qui nous agace? Est-ce qu'on ne peut pas en finir? Donc, et il a beaucoup d'audace. Il est audacieux. Oui, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, que ce soit devant Yadema ou bien devant au feu de Boigny, eh bien, il dit ce qu'il pense et il parle avec conviction donc de sa volonté d'un changement. Et ce changement, il n'hésite pas à dire que ça doit s'étendre à toute l'Afrique. D'ailleurs, l'épisode de Faso Damphani, vous savez, il a dit, pour pouvoir y arriver, il faut... Aujourd'hui, c'est le mois, nous sommes dans le mois donc de consommer africain. Oui. Le consommer africain, c'est d'abord Sankara. Il dit, nous produisons du coton. Pourquoi continuer donc d'importer des tissus qui sont fabriqués ailleurs par notre coton? Transformons notre coton localement. Et pour le faire, il faut un marché national. Par conséquent, tous les fonctionnaires doivent s'habiller en Faso Damphani, c'est-à-dire tissu fait avec du coton burkinabé et tissé localement. Est-ce que ça aussi, il n'a pas subi une influence du capitaine John Zelensky? Au Ghana, c'était le kété, le pan-kété ou bien le batakali? Évidemment, nous sommes dans un mouvement général du panafricanisme. Oui. Comment devenir plus africain? Oui. Et ça passe un peu par... C'est un peu le revers donc, de la négritude. Vous avez tout le mouvement qui dit nous sommes nègres, nous sommes fiers, etc. Oui, nous sommes fiers, mais la fierté ne peut s'exprimer que dans notre identité. Et ça, c'est essentiellement un problème identitaire. Et être africain, c'est consommer africain. Consommer africain, c'est porter des habits africains, c'est manger africain, c'est vivre entre nous africains. Ça, je crois que c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et c'est ça surtout l'héritage. Cet héritage, on n'a pas su fructifier. Et quoi, aujourd'hui, la jeunesse a compris que le modèle possible pour eux, c'est Sankara qui incarnait justement cette identité africaine. Voilà. Alors, même s'il était aimé de son peuple, certains de ses compatriotes se plaignaient, vous l'avez tout à l'heure effleuré, des fameux comités de défense de la Révolution et des non moins fameux tribunaux populaires de la Révolution. Alors, revenons maintenant sur ces relations difficiles justement avec ces pairs de la sous-région.
Évidemment, dans un pays, on peut être aimé par les siens et également haï par les siens. Oui. Vous savez, il avait à cette époque la trentaine. Il y avait déjà des jeunes enseignants et autres qui avaient la quarantaine, la cinquantaine, déjà embourgeoisés, qui n'ont pas compris le sens de cette révolution. Il a voulu changer les choses et beaucoup de syndicalismes ont été emprisonnés. Les syndicalistes, ça. Si vous vous opposez donc à sa politique, Ouais. il n'a pas été assez tolérant. Or, vous savez, c'est difficile de se départir des intérêts que les uns et les autres ont. Et ça fait qu'il y a une inimitié interne. Donc, des gens qui sont de la génération avant lui. C'est surtout quelques gens, il y a quelques dissous et autres, donc universitaires qui l'ont accompagné et qui ont été les idéologues. Et cette idéologie était essentiellement ancrée à gauche, avec un socialisme marxisant, etc. Donc c'est eux qui l'ont accompagné, mais le marxisme ne peut pas aller de pair avec le capitalisme libéral. Oui. Et ça a fait que très vite, à l'intérieur, il avait des ennemis, mais les ennemis les plus nombreux sont tout autour, à cause de son audace. Et les autres le considèrent comme un jeune irrespectueux. Oui. Et vous savez qu'en Afrique, on pense que l'aîné doit être respecté, mais il n'a quoi cure avec les aînés. Il dit les vérités qu'il connaît à tous les aînés. Et particulièrement les deux voisins, le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais il a son ami à l'intérieur, donc c'est Jerry Rawlings, qui était un modèle pour lui. Parce que vous le voulez ou non, que Jerry Rawlings soit... qu'il ait quitté le pouvoir ou pas, son influence est restée longtemps dans le relèvement du Ghana. Pour ceux qui connaissent le Ghana a chuté beaucoup, le Sidi a affaibli et Rawlings, avec son arrivée, a vraiment changé des choses. On pourrait le considérer comme modèle. Et aujourd'hui encore, il est considéré comme un modèle dans le système de gouvernement. Tout récemment, les jeunes maliens sont allés, Assimi Goïta, ses amis, quand ils sont allés au Ghana pour un sommet, ils sont allés le voir. On a étouffé ce mouvement. Ce mouvement des jeunes officiers aurait pu s'étendre à l'Afrique, mais on l'a étouffé. Et aujourd'hui, on assiste à ce réveil des jeunes. C'est ce qui se passe en Guinée actuellement, c'est ce qui se passe au Mali. Des jeunes officiers, ce ne sont pas des généraux. C'est plutôt des colonels et davantage même des capitaines. Mais il y en a quand même avec qui ça n'a pas bien passé. Moussa Traoré, par exemple, au Mali. Donc disons que Moussa Traoré n'était pas un jeune officier. Moussa Traoré a trempé un peu dans le système et il fait partie des premières générations d'officiers qui ont pris le pouvoir mais qui n'ont pas su faire de révolution. Ils ne sont pas révolutionnaires, mais c'est ceux qui vont prendre. On aurait pu comparer également l'autre qui a suivi, là, comment il s'appelle, qui est ATT. Oui, on peut le mettre un peu dans le même sens. Mais lui aussi, très vite, vous savez, l'argent, c'est facile. Si on ne se tient pas, peut-être que lui aussi aurait vécu un peu plus longtemps, qu'il va s'assagir. Mais on a écourté sa vie, ce qui fait qu'on n'a pas su connaître toute sa personnalité. Mais il est vrai que c'est toujours tentant quand on a les facilités, les corrupteurs, etc. Mais il a su pendant les 4 ans rester fidèle à sa ligne conductrice. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est encore considéré comme l'icône de la jeunesse. Alors, maintenant, si nous devons nous résumer, quel est l'héritage que Thomas Sankara a laissé à l'Afrique? Je crois que l'héritage le plus important, c'est une volonté de construction d'une identité africaine. Et cette identité africaine est dans le sens du panafricanisme, qui est un vieux rêve des jeunes étudiants africains qui ont étudié ailleurs. Et ce rêve leur venait des États-Unis, qui venait donc de la volonté de libération due à l'esclavage, à la colonisation, qui a avili l'image des Africains. Donc, sa volonté, c'est de remettre à l'honneur l'image des Africains. Et cette image, c'est refuser le misérabilisme et donner la possibilité aux Africains de mettre en place un système économique capable de rivaliser avec toutes les autres parties du monde. Ça, c'est l'héritage important et je pense qu'aujourd'hui encore, quand on parle de Thomas Sankara, dans tous les siècles où on en parle, c'est
avec la volonté de mettre en place un système économique qui puisse mettre fin au misérabilisme, l'image que l'Occident a toujours voulu donner donc de l'Afrique. Voilà. L'élimination de Sankara était-il prévisible? Mais avant de vous laisser la parole, nous allons écouter Basile Guissou, un ancien ministre burkinabé, qui était de tous les gouvernements du 24 août 1983, date à laquelle Thomas Sankara a pris le pouvoir au Burkina, au 4 août 1987, environ 2 mois avant sa disparition. Extrait, Basile Guillou. C'était le roi et le faiseur du roi. Quelque part, tout le monde sait que c'est le coup d'État du 4 août 1983, c'était l'œuvre d'abord de Blaise Compaoré et de ses commandos. Et le roi, c'était Sankara. Donc il y avait le rapport qui t'a fait roi. Donc même en Conseil des ministres, on sentait que quand on s'adresse à Blaise Compaoré, c'est pas de la même façon qu'on s'adresse à Pierre ou Paul, aux autres ministres. Et il était l'unique ministre d'État. Donc, pour ne pas dire Premier ministre. Même dans cette dualité-là, le conflit était là. Même s'il était latent, il n'était pas ouvert. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'exercice du pouvoir, bien sûr qu'il y a des domaines de souveraineté sur lesquels l'un ou l'autre veut s'affirmer. Je vais dire que l'attelage même portait les germes de la crise. Il est clair qu'il y a toujours des divergences. J'ai dit tout à l'heure que très vite, Compaoré a plutôt l'allure du bourgeois. Il s'est embourgeoisé. Et il n'a pas toujours accepté les orientations révolutionnaires de son ami. Et on comprend. Et on ne cite pas beaucoup les autres. Je vois le commandant Lingani, par exemple, qui est un des éléments importants. Ils étaient 4 ou 6 officiers, jeunes officiers, donc à l'époque. Il y a d'autres qui ont fini par être également assassinés, qui étaient ensemble. Mais il y a toujours des divergences. Et les deux tenants, c'est Blaise Compaoré et Sankara. Donc, la tendance à la compromission de Blaise s'est fait sentir très vite. Et ça fait que les conflits entre eux, on sait que tôt ou tard, ça va sortir. Et c'est ça qui a fait que, bon, l'autre est là. Et celui qui vient de parler, vient de témoigner, c'est eux les idéologues. C'est un universitaire qui a fini donc sa carrière en tant que chercheur au CNRST, donc au CNRS du Burkina Faso, mais qui est resté Sankaré jusqu'à la fin. Je crois que, qu'on le veuille ou non, quand les gens sont ensemble et qu'ils ne partagent pas, il aurait fallu peut-être un aîné conseiller conciliateur, mais il n'y avait pas d'aîné conciliateur entre eux. Et c'est ça qui explique que très vite, l'autre a pris la pente et s'est laissé convaincre par des détracteurs de son ami. Sinon, les deux étaient comme des jumeaux. On pensait qu'ils sont des jumeaux, mais finalement, entre les jumeaux, la querelle était évidente, cachée, mais ça a pu ressurgir au grand jour. Est-ce que d'autres personnes à l'extérieur n'ont pas pu peut-être alimenter cette scission-là Il est possible que d'autres puissent alimenter à l'intérieur du Burkina Faso, mais surtout de l'extérieur. Parce que ceux qui se sentaient agacés, ils étaient à l'intérieur, mais c'est surtout ceux qui sont à l'extérieur qui ne comprenaient pas l'audace de ce jeune qui voudrait... Vous savez, entre les chefs d'État... Mitterrand lui avait dit, quand il parlait des Sud-Africains qui ont souillé la France de leur main, Mitterrand lui avait dit qu'il parle par expérience que bon, il faut qu'il tempère un peu son enthousiasme. Tout à fait, tout à fait. Mitterrand n'est pas le premier. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans le réseau France-Afrique. Le réseau France-Afrique, avec toutes les tentacules, etc., n'accepte pas cette déviation. Et cette déviation, on l'explique. Et, si vous voulez, ce n'est pas le premier cas. Moi, j'ai toujours rapproché Sylvanus Olympio donc, de ce cas. Sylvanus Olympio était considéré également comme quelqu'un qui osait. Mais il était plus diplomate, voilà pourquoi. Mais néanmoins, il a fini par être assassiné par ce réseau France-Afrique. Donc, c'est chaque fois que vous voulez prendre une ligne révolutionnaire qui ne soit pas dans la ligne de la France-Afrique, alors vous êtes doigté. Et c'était son cas. Alors lui, il a été plus audacieux que tous les autres. D'abord, son âge ne l'avantage pas. En plus, cette audace qui lui permet donc de dire tout et haut. Tout ce que les gens pensent tout bas, lui, il le dit tout haut. Yeah. Alors, une question, professeur. Malgré la popularité dont il jouissait
Alors cet assassinat-là, on pourrait peut-être penser que la population allait se soulever, mais rien, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Ah, mais c'est que vous ne connaissez pas les révolutions. Je parlais du cas du Togo aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 janvier 63 ? Le 13 janvier 63, on aurait pu penser, avec le raz-de-marée qui nous a conduit à l'indépendance, que la population togolaise allait sortir pour dire non au coup d'État. Mais hélas, personne n'a bougé le doigt. Donc les dirigeants, parfois, ils sont les plus seuls. Et quand on les voit, tout le monde disait... Mais lui, dans son cas, tout le monde le regardait. Les jeunes étaient enthousiastes avec lui, mais les jeunes ne faisaient pas le poids face à la génération qui est au-dessus et qui pense que ce jeune marche sur leurs intérêts. Et ils attendent la première occasion pour dire, voilà, il en a eu pour son compte. C'est ça qui fait que la popularité ne pouvait pas. Et puis les jeunes officiers n'avaient pas l'armée en main en ce moment. C'est la garnison de Pau essentiellement qui était tournée. Les autres garnisons n'étaient pas pour. Parce qu'il a fait pas mal de dégâts à l'intérieur, que ce soit les garnisons de Koudougou et autres. Il a fait pas mal de dégâts là-bas. Ce qui fait qu'il n'est pas aimé de tout le monde. C'est une popularité limitée à cette jeunesse formée par les CDR essentiellement. Voilà. Eh bien, Thomas Sankara aurait été tué par des éléments de la sécurité présidentielle dirigés à l'époque par Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré. Et ce qui fait de Blaise Compaoré le suspect numéro 1 de cet assassinat. Mais Thomas Sankara et Blaise Compaoré entretenaient une amitié fusionnelle. Voici à ce propos les témoignages d'un certain Fidèle Kientega, qui était un conseiller diplomatique à la présidence, et Fidèle Toué, un ami d'enfance de Thomas Sankara. Thomas lui faisait confiance de façon absolue. La famille de Thomas, les parents de Thomas, de leur vivant, avaient adopté Blaise Compaoré comme leur fils. Nous le percevions aller voir au quotidien, assis bras dessus, bras dessous, emmêlés. Quand c'était à la présidence, c'était quand même des rapports un peu plus policiers parce que ça devenait officiel. Il ne le montrait plus, la connivence, la camaraderie, les jeux, l'enfantillage pratiquement, si je puis m'exprimer ainsi, mais en privé, en famille, parce que il m'a été donné d'être avec eux et de les voir se disputer les petits repas, des petites choses que la mère faisait amoureusement pour eux. C'était par exemple de se disputer comme des petits gamins qui leur retiraient le petit gâteau, la petite galette des mains de l'autre. C'était la confiance totale. Ça se sentait. C'était véritablement des gens qui avaient fait un long chemin ensemble et que rien ne sépare. Nous nous retrouvions certains soirs avec Mariam. Et on buvait un peu de bière, mais Thomas Sankara, lui, était toujours avec du Fanta coupé à l'eau et nous discutions. Voilà l'atmosphère dans laquelle nous nous retrouvions. Nous parlions naturellement du monde, de la politique de ce pays. Et d'autres amis, d'ailleurs, y venaient aussi. Et il arrivait même qu'on passe la nuit du réveillon du 31 au 1er. On faisait la fête chez Thomas, on mangeait, on dansait. L'ambiance vraiment était très, très, très bien. Blaise adorait les fêtes aussi. Il était là et personne ne pouvait soupçonner d'ailleurs. Blaise, un jour, pouvait se retourner contre Thomas Sankara. Au contraire, on trouvait qu'il y avait comme une complicité entre les deux. Voilà, donc c'était de grands amis, et comme nous venons de le voir là avec ces témoignages, en attendant que le procès nous livre la vérité sur ce qui s'est passé, et tous les regards sont tournés vers Sankara, c'est lui, et pardon, Blaise Compaoré. C'est lui que tout le monde soupçonne d'être donc en tout cas, parce qu'il est le premier bénéficiaire de cet assassinat, le commanditaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je crois que le procès va peut-être nous apporter la réponse. Mais il est possible aussi que nous n'ayons jamais cette réponse parce que je ne crois pas que Blaise Compaoré est prêt aujourd'hui à aller témoigner. C'est l'occasion ultime qu'on lui a donnée, mais il aurait trahi. Si jamais il part, il aurait trahi ce qui s'est passé réellement. Parce qu'en fin de compte, est-ce que c'est réellement la garde présidentielle qui a fait ce coup ou bien la garde était dans le secret des dieux et que ce coup est venu de l'extérieur? Oh oui. Comment les armes ont pu être convoyées, comment ces armes ont été sorties, etc. Je ne sais pas quelle est la complicité des différents pays voisins là-dedans. Et il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit pouvoir savoir. Mais malheureusement, il est question que ce procès va pas s'occuper de l'extérieur. Or, c'était, à mon sens, un complot international. Parce que Thomas gênait non seulement à l'intérieur, mais Thomas Sankara gênait dans la sous-région. Quelle est la part de responsabilité des
armées de la sous-région. Parce que là aussi, on ne l'évoque pas assez. Les officiers burkinabés avaient de bons rapports avec nos officiers togolais, avec des officiers de la Côte d'Ivoire. Donc tout cela mérite d'être éclairci pour voir comment les choses se passent. C'est comme aujourd'hui le djihadisme dont on parle, quel est le réseau international qui conduit à ce djihadisme? Comment les armes arrivent à atterrir ici et là pour servir ceci ou cela. Je crois que nous avons encore beaucoup à apprendre. Le procès, s'il se déroule normalement et que les langues se délient, doivent nous apprendre non seulement des choses sur le Burkina Faso, mais sur notre sous-région et les complots qui sont en dessous et qui veulent maintenir un système caduque, mais qui, comme dirait quelqu'un, un empire qui ne veut pas mourir. Voilà. Alors, venons-en à présent au procès. Qu'est-ce qui a rendu possible, le 11 octobre dernier, l'ouverture de ce procès sur l'assassinat de Thomas Sankara? Je crois qu'il y a une action forte de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine a avide de comprendre, d'en découdre d'ailleurs avec le système capitaliste qui est incarné par la France-Afrique. Et là, je crois que le nouveau président veut se dédouaner. Après son discours à l'université de Ouaga, après son discours à Dakar, il veut se dédouaner. D'abord, c'était Sarkozy qui a essayé, mais qui n'est pas allé au bout. Et maintenant, Macron veut se dédouaner pour se présenter comme une nouvelle génération. Et ça fait qu'on dit, on libère petit à petit les archives. C'est ça qui a conduit à laisser aller les choses pour dévoiler un peu. Mais je suis pessimiste, moi, quant à l'issue de ce procès. Est-ce que réellement ce procès va permettre d'ouvrir tous les dossiers pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et tous les liens internationaux qui ont conduit à ça? Parce qu'au fond, nous sommes dans un système très muselé. La France-Afrique est toujours là. Quel est le rôle de la France-Afrique dans cet assassinat? Quel est le rôle de la montée des différents chefs d'État en Afrique? Et comment ils sont soutenus? Je crois qu'il y a encore beaucoup de dossiers à ouvrir pour comprendre quelle est notre situation. Et là, la jeunesse pousse. Bien sûr, ce qui s'est passé à Montpellier la dernière fois, nous avons beau jeu de critiquer, mais il me semble, moi, en historien, qu'il y a une avancée quand même. Ceux qui sont là, ils n'ont pas été choisis selon donc un modèle démocratique et autres, mais néanmoins, quand même il y a le folklore, ils ont pu dire des choses qui font avancer notre continent dans la lutte, dans cette volonté de se libérer du colonialisme et de ses implications au plan économique et culturel. Professeur, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la chute du régime Compaoré aussi a facilité l'ouverture de ce procès. Mais je voudrais vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un moyen pour le pouvoir actuel de détourner l'attention des Burkinabés des difficultés auxquelles le pays est confronté, notamment le terrorisme qui frappe le pays des hommes intègres? Quand on parle du terrorisme, c'est vrai que quand le Blaise était là, le terrorisme était plus ou moins cadré. Contenu. Parce que selon certaines informations, il connaissait les gens et il intervenait, etc. Et il les contenait suffisamment. Et c'est avec son départ que pour montrer. Alors, c'est pourquoi je disais que derrière le terrorisme, il y a tout un réseau également. Et ce réseau est nourri à la fois par les ennemis internes, mais surtout les ennemis externes, mais aussi le système économique que nous vivons. Détourner l'attention, je pense que non. C'est une façon, donc, ce procès, qu'on le veuille ou non, il faut que ça s'ouvre un jour. Et le régime actuel, le président actuel, le Kaboré, a participé au pouvoir avec Blaise Compaoré. Oui. Donc, il était là. Et aujourd'hui, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale sous Blaise Compaoré. Il était là, donc ce n'est pas pour détourner. Quoique le problème de ce procès, il y a longtemps que les Burkinabés le demandent. Et s'il veut rester au pouvoir, il faut quand même qu'il rende compte, et c'est ça que ça fait partie donc de ces éléments donc de campagne. Il faudrait que la lumière soit faite, et parce que au fond, avec le départ de Blaise, beaucoup sont mis en cause. Et quand on voit comment ça s'est passé, le départ de Blaise, il est clair que tous ceux qui étaient dans le système avec lui, beaucoup étaient en cause. Lui aussi veut se dédouaner.
pour dire non, moi je suis président, mais je n'étais pas réellement impliqué dans cette histoire. C'est ça qui a favorisé effectivement. Mais le terrorisme n'est pas la raison majeure. Aujourd'hui, je crois qu'il faut bien voir clair. J'écoutais ce matin, quelque part, Maïga, le Premier ministre, qui disait que quand on voit parmi les jeunes terroristes, le Premier ministre malien, qu'au fond, il y a des jeunes frappés par la crise économique, qui sont chômeurs et qui sont emballés par le terrorisme. Il y a ceux qui visiblement ont été même forcés parce qu'ils ont été raflés, on les a idéologisés, ils sont dans le terrorisme. Donc c'est un lit assez flou de gens qui sont là-bas. Il y a pas mal de gens. Il y a également des gens de l'ancien système qui veulent revenir. Alors, quels sont les liens entre le pouvoir d'hier et l'organisation terroriste? Je ne veux pas accuser l'Occident, mais les armes qui sont convoyées, comment ces armes arrivent aux terroristes? D'où leur vient le financement? Les liens entre le Qatar, qu'on estime être donc un des pays qui soutient le terrorisme, avec la France, étonnent. Aujourd'hui, on parle donc de Qatar, de mondial, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont les liens réels? Je crois que quelque part, c'est un consensus mondial qui fait que on voudrait bien maintenir le terrorisme pour continuer à jouer la carte de la division du monde. De l'instabilité des pays faibles. Alors, l'ouverture du procès a été marquée par l'absence de Blaise Compaoré. Alors, comment comprendre ce refus de l'ancien président burkinabé de comparaître, c'est ce que je propose à présent, de découvrir avec son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, en même temps que je vous convie à écouter ce que pense la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, du refus de Compaoré d'aller se défendre devant les juridictions du pays qu'il a dirigé pendant 27 ans. Les raisons pour lesquelles nous ne nous rendons pas librement au Burkina Faso pour ce procès sont 3 ordres. Tout d'abord, vous avez parlé tout à l'heure de milliers de pages. Eh bien, ce millier de pages, nous n'en avons pas reçu copie. Non seulement nous n'avons pas reçu copie de ce millier de pages, mais nous n'avons pas reçu de notification d'un acte d'accusation, d'une mise en cause. Nous n'avons pas été convoqués pour un interrogatoire ou une confrontation. Et les expertises ne nous ont pas été rendues contradictoires. Donc vous imaginez bien que pour un professionnel avocat, se rendre ainsi démuni à un procès n'est pas raisonnable. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai indiqué au président Blaise Compaoré que nous n'avons pas, je dis nous, c'est-à-dire lui et moi, les moyens d'assurer sa défense. La deuxième raison, c'est qu'il nous apparaît que le procès ne peut pas être organisé. Il avait été organisé concernant le procédé ministre, il était allé dans le mur, mais ici, on ne peut même pas envisager d'en contester la procédure. Et puis la troisième raison, qui sera accessible à tout un chacun, c'est que le président Roch Kaboré, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, avait fait voter une loi constitutionnelle le 11 juin 2012, par laquelle il avait été décidé que les anciens chefs de l'État bénéficieraient d'une immunité. Et quand on bénéficie d'une immunité, eh bien on ne peut pas être jugé. C'est ainsi que la loi burkinabé le prévoit. Moi, j'attends que la justice soit rendue en toute transparence. J'attends, comme les familles des autres victimes de ce 15 octobre, de connaître la vérité et que les accusés nous disent qui a fait quoi, afin que nous, les familles, le peuple burkinabé et l'opinion publique internationale soient édifiés sur ces assassinats qui ont complètement bouleversé la vie des familles et marqué le Burkina aussi. Il faut aussi que la culture de l'impunité et les violences politiques qui sévissent dans certains pays d'Afrique, malgré les démocraties de façade, il faut que ça s'arrête définitivement. Pour avoir été responsable même du pays, il devrait assumer ses actes. Parce que fuir là, ça ne résout pas les problèmes. Il va fuir pendant combien de temps? Il faut qu'il ait le courage d'assumer ses actes et de répondre à la justice burkinabé. Toute personne doit avoir le courage, surtout lui qui a été un président. Il ne devrait pas fuir, avoir peur. Il faut assumer ses actes. Ce n'est pas courageux, alors qu'il a contribué à mettre ces juridictions aussi en place.
Alors, professeur, êtes-vous surpris par le refus de Blaise Compaoré de comparaître devant la justice burkinabé? Comprenez-vous les réserves exprimées par son avocat? Je ne suis pas surpris, parce qu'au fond, Blaise est dans un réseau. Et le réseau, y compris son hôte qu'il a hébergé là-bas, fait partie du réseau. Quand il va commencer par dévoiler les choses, il va mettre beaucoup de gens en cause. Donc il préfère le silence que de parler. Et en parlant donc d'amnistie, je crois que c'est clair. J'ai appris bien sûr que cette loi d'amnistie ne couvre pas l'assassinat de Thomas Sankara. Il est amnistié pour d'autres choses, notamment le journaliste Albert Zongo, mais il n'est pas amnistié pour ce coup d'État qui a eu lieu en ce moment-là. Donc par conséquent, il doit pouvoir se présenter. Mais il ne le peut, étant donné qu'il participe à un réseau plus large dont les bénéficiaires vivent encore aujourd'hui, et ses amis ne souhaiteraient pas qu'il aille dévoiler, ouvrir le réseau. À supposer qu'il aille là-bas et qu'on comprenne finalement que, au fait, nous sommes dans ce réseau France-Afrique et que c'est ça qui a contribué. Ça veut dire que dans ce réseau, il y a des chefs d'État actuels qui sont là-dedans et qui seront également mis en cause, ce qui va poser un problème plus général, international. Là, ils préfèrent le silence. Et je crois que beaucoup de faits sur le plan historique ne seront pas su réellement parce que, justement, les membres appartenant au réseau, ceux qui peuvent être touchés sont encore vivants et ils ne le souhaitent pas. D'ailleurs, pourquoi on s'est empressé de lui donner la nationalité burkinabé? Ça aussi, ivoirienne. La nationalité ivoirienne, c'est justement pour le protéger. Il aurait pu, dans cette volonté de réconciliation, aller lui-même en Côte d'Ivoire parce que le ministre chargé de la réconciliation est allé le voir pour pouvoir l'amener. S'il était prêt à la réconciliation, il serait parti là et dire sa vérité. Or, sa vérité, tout le monde ne doit pas apprendre cette vérité. On sait, les gens connaissent cette vérité-là. Qui a fait quoi, il le sait, et d'autres également savent ça. Donc, un jour ou l'autre, l'histoire finira par comprendre et savoir qui a fait quoi, qui est responsable de ci ou cela. Moi, je suis persuadé qu'il n'est pas le seul en cause et qu'il y a d'autres sur le plan international qui ont mis la main, qui font partie des commanditaires donc, de ces systèmes qui ne les avantagent pas. Oui, je voudrais revenir sur un aspect qui me vient à l'esprit à l'instant, professeur. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que, malgré l'amitié dont on parlait, pourquoi Blaise Compaoré n'avait pas offert une sépulture digne de ce nom à celui qui était considéré comme son ami, son compagnon d'armes? Est-ce qu'il avait la voix? Lui-même, il était confus dans cette situation telle que ça s'est passé. C'est vrai que le coup d'État l'a mis en exergue comme chef de l'État, mais est-ce de lui-même, il est devenu chef de l'État, ou bien on le lui a proposé, dit voilà, tel que ça se passe, c'est toi qui dois assumer. Et c'est aussi une façon de couvrir les faits. Il dit non, au fond, ce qui s'est passé, c'est un incident et que lui n'en est pour rien. Sinon, on aurait pu quand même faire ce procès depuis longtemps. Malheureusement, je crois qu'il est contraint lui-même de jouer un jeu dans lequel il n'est pas le maître du jeu. Il me semble que Compaoré était le maître du jeu. Il s'est fait une personnalité par la suite, mais au moment du coup d'État, il n'était pas le maître du jeu. Voilà. Et même s'il refuse de comparaître devant la justice burkinabé, Blaise Compaoré n'avait pas hésité à critiquer sur RFI celui que certains appelaient son alter ego, Thomas Sankara. Les propos qui vont suivre datent du 20 octobre 1987, 5 jours après la mort de Sankara. C'est Blaise Compaoré que nous écoutons. Comme vous le savez, Thomas Sankara, c'est un ami, mais j'aime aussi mon peuple, plus que tout. Et je dois reprocher à Thomas Sankara, bien sûr, d'avoir, par moment, méprisé justement les intérêts de ce peuple, d'avoir surtout nié la liberté pour ce peuple, son droit à la parole par rapport aux questions fondamentales de la révolution. Je lui reproche aussi d'avoir, à un moment donné, pensé que ma liquidation physique, que l'action physique de destruction des révolutionnaires, d'une certaine catégorie de révolutionnaires, allait lui permettre de poursuivre ce que lui il considérait comme un objectif
fondamentale, à savoir asseoir son pouvoir personnel. Vous savez bien que les principes organisationnels étaient bafoués. Vous savez bien que les structures politiques populaires étaient utilisées juste comme un tremplin pour une certaine publicité à l'extérieur, plutôt que pour résoudre les problèmes fondamentaux des masses. Et aujourd'hui, nous voulons amener effectivement les masses populaires à poser les problèmes de façon publique, à les débattre et qu'ensemble nous puissions orienter davantage, enfin orienter au mieux l'action de rectification. Le Front populaire, c'est ce que nous avons défini comme un rassemblement des forces patriotiques et démocratiques de ce pays. La rectification, c'est avant tout pour donner la liberté à notre peuple, pour lui permettre de s'affirmer, de discuter, de ne plus avoir peur par rapport à ses points de vue sur les questions nationales, les questions qui préoccupent sa sécurité, sa santé, son alimentation, etc. Et nous ne pouvons pas, bien sûr, parler de liberté de ce peuple-là si nous voulons exclure les organisations libres ou démocratiques. Alors, professeur, un commentaire sur ces propos de Blaise Compaoré. Je rappelle qu'il tenait ces propos 5 jours seulement après l'assassinat de Thomas Sankara, qui était considéré comme son ami. Tout à fait. Et pour lui, c'est la rectification de la révolution qu'il conduit. Il n'a pas coupé avec la révolution, mais il est dans la suite de la révolution et il veut rectifier. Ce qui veut dire que, tout simplement, il veut dire que de son vivant, moi et lui ne s'entendent pas toujours sur les orientations, pas conséquents. Et toujours est-il que l'autre qui est parti ne peut pas donner, il n'est plus vivant, il ne peut plus donner donc de raison, ne peut plus expliquer quoi que ce soit. Mais il est clair que quand on a à la tête d'une révolution plusieurs personnes, l'un finit par éliminer les autres. Donc c'est lui qui a été prompt à éliminer Thomas pour sembler proposer la rectification. Ça, c'est historique. Hein. Mais en fait, il n'y a plus de révolution. Juste. Malheureusement, la rectification n'était plus révolutionnaire. La rectification a pris la rectitude impériale et néocoloniale. C'est dommage. Bien, professeur, pour certains analystes, ce procès est indubitablement celui aussi de la France-Afrique. Vous en avez un peu parlé. Mais finalement, quelles sont les attentes liées à ce procès? Attentes par rapport à qui? Je crois que le peuple a ses attentes. Les panafricanistes, globalement, ont leurs attentes, mais ils ne seront pas assouvis. Ils ne peuvent pas. À moins d'une grande révolution africaine qui ne peut pas être seulement une révolution burkinabé, mais une révolution africaine de toute la jeunesse africaine pour qu'on aboutisse à la réalité. Sinon, je crois que il me semble qu'on irait vers une parodie de procès qui ne finira pas. J'ai écouté l'avocat qui dit, au lieu d'un procès qui est une forme de procès propagande, pourquoi ne pas aller au procès comme à l'Afrique du Sud en faisant vérité, justice, réconciliation pour fermer les pages. Ça, en fait, il faut la vérité d'abord avant d'aller à la réconciliation. Malheureusement, on ne veut pas réellement la vérité. La vérité, on la connaît, mais on ne va pas l'évoquer sur la place publique. Et c'est ça la vraie question qui se pose. Tant qu'on n'aura pas mis fin à la France-Afrique, évidemment, ce n'est plus la France-Afrique, mais c'est l'Afrique-France maintenant. Hein. Voyez-vous? Donc, les terminologies. Moi, il y a longtemps que j'ai dénoncé cette terminologie avec l'AFD, qui était la Caisse nationale de... comment ils les ont appelés, mais caisse centrale de la France d'outre-mer. Ensuite, CCFOM, on est passé à la caisse centrale économique, CFD, etc. On va changer de nom. Au fond, les réalités sont demeurées les mêmes. Un empire qui meurt, mais dont les tenants ne veulent pas sa mort.
Et je crois que, quoi qu'il en soit, la jeunesse est aujourd'hui déterminée et nous allons poursuivre ce combat. Je fais partie, je me sens jeune toujours. Je crois que nous, en tant que jeunes Africains, panafricanistes, soucieux du devenir de nos peuples africains, nous devons continuer de nous battre pour permettre à l'Afrique enfin de se soustraire. Parce que nous avons toutes les capacités également d'être une puissance continentale qui rivalise avec les autres continents. On ne peut pas continuer à être le ventre mou du monde où tout le monde vient malacer le ventre. L'Occident d'un côté qui est donc dans son déclin, la Chine de l'autre et les pays sud-américains également, le Brésil et autres. Tout le monde veut les intérêts de l'Afrique. Où se trouvent nos intérêts en tant qu'Africains? Je crois qu'il est temps. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore suffisamment de dirigeants clairvoyants susceptibles de s'ouvrir aux intérêts qui sont les nôtres. Je crois que le péché mignon de Sankara, c'est de s'ouvrir aux volontés, au bien-être des Africains. Blaise dit non, qu'il a oublié le peuple, mais où se trouve l'intérêt du peuple? Est-ce que l'intérêt du peuple se trouve dans la perpétuité du système capitaliste? Je crois que non. Et c'est sur ça que je pense qu'il faut vraiment former, éduquer mieux nos jeunes, pour qu'ils comprennent que nos intérêts sont en jeu face à l'Occident qui veut se maintenir. Voilà. Finalement, professeur, quel impact ce procès pourrait-il avoir sur la réconciliation nationale au Burkina, quand on sait qu'une partie des Burkinabés continue de défendre Blaise Compaoré, qui est, tout en étant un Ivoirien aujourd'hui, Blaise Compaoré est le président d'honneur du parti de l'opposition burkinabé, le principal parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et qu'il a créé, CDP qu'il a créé. Alors, quel impact cela peut avoir sur la réconciliation nationale? Cela montre très bien que nous ne sommes pas encore prêts pour une vraie révolution allant dans l'intérêt de la grande majorité. Quels sont les gens de la CDP? Quand on voit les dirigeants de la CDP, c'est toujours les mêmes hier qui veulent perpétuer ce système de domination parce qu'ils ont leur compte. Une vraie révolution africaine, c'est cette révolution qui va fonder un système égalitaire, permettre aux uns et aux autres, selon donc leur capacité, de parvenir à l'échelle sociale, à un certain niveau, mais tout en tirant ceux qui sont vers le bas avec une organisation qui donne des subventions ici et là et qui permet à tout le monde d'avoir accès à un système égalitaire d'éducation. Mais malheureusement, nous sommes encore, pour beaucoup de nos pays africains, dans un système élitiste où l'élite politique qui est là veut maintenir le pouvoir au détriment donc de la majorité. Il ne pense pas à l'intérêt de la majorité. Donc le CDP aujourd'hui, c'est qui? C'était donc les magnats du système ancien. Et ces magnats du système ont des relations, qu'on le veuille ou non, avec le système capitaliste que nous combattons, que nous veut. Et on veut mettre fin à ce système pour un système plus généralisé social. Mais est-ce que le social tel qu'on l'avait perçu dans les années 60, les intellectuels l'ont perçu pour vouloir faire donc un système social à la russe ou autre, est-ce que c'est encore possible? Parce que là aussi, on a constaté l'échec. Surtout Condé a été un des éléments donc, qui montre l'échec de ces intellectuels africains de gauche. Donc, de quelle gauche avons-nous besoin aujourd'hui? Comment refonder un système économique? Je crois que c'est là où je pense qu'il nous faut, en tant qu'intellectuels, repenser un système de gouvernement fondé sur les valeurs communautaires qui permet aux uns aux autres de reconnaître qu'ici et là, nous sommes tous des citoyens d'un pays ayant les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ne pas continuer à faire la différenciation où certains sont bien placés et d'autres, on les mette au ras le sol. Voilà. Donc la CDP, c'est qui? La CDP, c'était les anciens barons. Et dans tous nos pays, les anciens barons ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Alors, au-delà du Burkina Faso, professeur Gouakoui, qu'est-ce que ce procès pourrait apporter à l'Afrique et quelles leçons pourrait-on en tirer? En tout cas, je ne crois pas à l'issue du procès. Pour moi, personnellement, je pense que ça va traîner, et finalement, on n'aura pas tout. Pour y arriver... Vous êtes pessimiste, là? Je suis pessimiste. Pour y arriver, il aurait fallu un mouvement d'ensemble de tous les jeunes panafricanistes
ici et là, que ce soit des panafricanistes de la diaspora et autres, et que ça soit une révolution effectivement africaine qui change beaucoup de choses. Sinon, la France-Afrique reste encore forte, peut influencer l'issue de ce procès. On attend les archives ici, là. Est-ce que toutes les archives sont découvertes? Tout à l'heure, l'avocat dit, bon, les 20 000 pages de dossiers, on ne les a pas épluchées, on ne les épluchera pas. Même si on a donné 2 semaines ne suffisent pas pour éplucher les dossiers. Il y a tous les dossiers qui ne sont pas encore ouverts, qu'on doit pouvoir chercher. Il y a les dossiers d'État qui sont là, qu'on ne connaît pas. Donc, il est clair que le procès n'apportera pas grand-chose dans l'immédiat, mais c'est toujours bien là où se trouve mon optimisme, c'est que quand on regarde de près ce qui se passe dans le monde, l'Afrique se réveille. Et se réveille inquiète. Ce réveil passe par notre vitalité démographique. Ce réveil passe par l'éducation de plus en plus de nos jeunes, que ce soit ici en Afrique, mais également dans la diaspora. Parce que nous avons de plus en plus des capacités qui sont là, qu'il faut canaliser pour un nouveau départ, ce que nous appelons les uns les autres la renaissance de l'Afrique. Cette renaissance qui fait peur au monde et qui fait que tout le monde s'acharne à pouvoir se faire des amis dans nos pays. Mais essayons donc de reconnaître les vrais amis avec qui on peut travailler, de ceux qui sont toujours prêts à saper notre système et à nous maintenir sous la domination du néocolonialisme. C'est la fin de cette émission exclusivement consacrée à Thomas Sankara, le Tché africain. Je vous remercie, professeur Michel Mboueke Goé-Akoué. Je rappelle que vous êtes historien et le promoteur du complexe scolaire Le Sourire Plus qui se trouve à Agoué. Auditrices et auditeurs de Radio Victoire, je vous remercie pour votre fidélité. Hervé Essay Anani Vidirakou et Haïté Messin et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Rétro 7, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.